Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Dans l'actualité ce soir, l'énergie électrique, autrefois un luxe au Bénin, est aujourd'hui à portée de main. Le taux d'accès est monté en flèche, surtout dans certaines localités rurales. Nous verrons dans ce journal comment l'électricité a changé la vie des habitants dans ces localités. Pourquoi a-t-on besoin de câlins? Notre bien-être en dépend. Selon certains scientifiques, le câlin est thérapeutique et impacte la croissance et le moral. Ce 21 janvier est dédié au câlin. Et ce film qui révèle l'autre face pacifique de la Russie, il a été projeté à Cotonou, une initiative de l'ambassade de la Fédération de Russie près le Bénin. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le porte-parole du gouvernement a rencontré la presse. Au menu, plusieurs sujets d'actualité, notamment le processus d'installation des 109 députés et le recours formulé par les démocrates devant la Cour constitutionnelle. On écoute le porte-parole du gouvernement. Tous les partis qui ont été aux élections ont centralisé leurs résultats. Vous avez observé que, dans le même temps, les partis du pouvoir qui soutiennent le pouvoir se sont comportés de façon républicaine en laissant aux instances habilitées la latitude de donner les résultats. Maintenant, vous dites qu'un parti a saisi la Cour et demande de mettre les résultats à sa disposition. C'est bien ça? C'est bien ça? La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats et a été jusqu'à donner les voix circonscription par circonscription. Si je suis un parti et que je revendique la victoire, je dirais à la Cour, voici mes chiffres. Moi, j'ai mes chiffres qui montrent que j'ai gagné. Comparé avec les votes. Vous ne dites pas de donner des chiffres. En tout cas, si je suis un parti, c'est ce que je ferais. Si je suis un parti sérieux et je pense que j'ai gagné, j'ai les chiffres, je dis, messieurs de la Cour, moi j'ai gagné les élections. Voici mes chiffres. Dans telle commune, j'ai tel chiffre. Dans tel autre, j'ai tel chiffre. Et à l'arrivée, dans tel arrondissement même. Mais si vous ne faites pas ça, vous comprenez vous-même qu'il peut s'agir en l'espèce d'un recours, je dirais, vexatoire, juste pour entretenir l'illusion auprès de ces militants de ce que la victoire leur a été acquise dans les urnes et qu'elle leur aurait été arrachée. Et ça n'est pas de nature à entretenir la confiance démocratique que nos populations doivent avoir, ni en nos institutions, ni même en l'institution du vote. Et puis aux dernières nouvelles, les résultats des élections législatives, aux dernières nouvelles, le recours du parti Les démocrates au fin d'enjoindre à la direction générale des élections de lui communiquer copie des procès-verbaux de compilation des résultats des législatives du 8 janvier 2023 a été rejeté par la Cour constitutionnelle. C'est à l'issue de l'audience spéciale qui a eu lieu ce samedi 21 janvier 2023 dans le cadre du contentieux électoral pour ce qui est de M. Moussa Rafio, candidat aux élections législatives du 8 janvier 2023 sur la liste du parti politique Les Démocrates qui demande l'invalidation de l'élection de M. Komlan Benoît Degla. Le rapport sera lu jeudi prochain. En attendant, les résultats des élections législatives confortent donc le gouvernement dans la continuité de ses actions. L'exécutif s'en réjouit. On retrouve le porte-parole du gouvernement. Satisfaction parce que cette majorité confortable va lui permettre de continuer à mettre en œuvre son programme d'action du gouvernement, dont les impacts sur nos populations sont de plus en plus évidents, de plus en plus manifestes, à telle enseigne que les populations elles-mêmes viennent ainsi de signifier au gouvernement qu'elles comprennent de plus en plus sa politique, disent au chef de l'État qu'elles lui font davantage confiance pour continuer à mettre en œuvre sa politique, raison pour laquelle elles n'ont pas entendu bloquer son action en accordant la majorité à une opposition qui pourrait demain décider de remettre en cause les choix fondamentaux qui ont été faits et qui produisent les résultats que nous observons de plus en plus. Il va sans dire que c'est une approbation, je dirais mieux, c'est une ratification populaire de l'action du gouvernement, des options fondamentales prises par notre pays depuis 2016, parce qu'il m'a semblé avoir entendu avec vous certains acteurs politiques et même certains acteurs de médias, comme s'ils avaient partagé les mêmes éléments de langage, faire de ces élections-là un référendum pour ou contre Patrice Talon.
Et je veux préciser ici que Patrice Talon ne s'est même pas impliqué dans la campagne. Pourtant, c'est lui qui était au banc des accusés. Et la population vient de lui faire droit en lui accordant cette majorité éclatante. Donc, c'est une belle ratification de la politique de Patrice Talon à la tête de notre pays, de la politique de son gouvernement, et c'est une marque absolue de confiance. Si nous sommes démocrates et que nous considérons que dans un système démocratique comme le nôtre, la vérité appartient au peuple, parce que le peuple ne se trompe pas, il fait des choix qu'il assume. On respecte le choix du peuple. Et du côté du gouvernement, nous respectons les choix de tous nos concitoyens qui, ce jour-là, ne sont pas allés voter, pour diverses raisons que vous pouvez analyser, que les scientifiques, les sociologues, les politistes peuvent analyser. Nous respectons le choix des 25%, je dirais 30% globalement de la population qui ont porté leur choix sur les partis d'opposition. Et nous respectons aussi et apprécions les choix des 70 autres pourcents qui ont porté leur choix sur les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Je dis ça parce que, à contrario, il m'a semblé que l'un des partis dans la compétition n'avait de peuple que ses électeurs. S'il reconnaît les localités où il a pu remporter les élections, il considère que le peuple est avec lui. Il est malheureux de constater qu'il ne reconnaît pas et ne respecte pas la grande partie du peuple qui n'a pas voté pour lui parce que son attitude postule que tout le reste du peuple a eu raison ou n'existait même pas parce que vous aurez été juste en reconnaissant là où vous avez gagné, de reconnaître également là où vous avez perdu pour dire c'est le choix de nos concitoyens, nous les respectons. C'est notre attitude à nous. Nous respectons le choix de ceux qui n'ont pas voté pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement, comme nous respectons et apprécions le choix de ceux qui ont voté pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Voilà, dans le reste de l'actualité, le dernier Conseil des ministres a autorisé la réintégration des 350 enseignants radiés pour avoir boycotté une évaluation diagnostique. Selon le porte-parole du gouvernement, les mesures se prennent déjà pour la finalisation de cette initiative sociale. Wilfried Léandre Ngweji revient sur les tenants et aboutissants de l'action sociale gouvernementale. On le suit. Il est utile de faire observer que la sanction prononcée contre ces 305 compatriotes enseignants de leur État l'a été sur la base des textes qui organisent le fonctionnement de la fonction publique. Et que c'est aussi le sens de l'État qui a conduit le gouvernement, il y a 3 ans, à prendre cette sanction. Le chef de l'État, c'est un homme, c'est un père de famille en la présente circonstance. Et le père de famille, il peut manier aussi bien le bâton que la carotte. Quand on a sanctionné et qu'on a le sentiment qu'en face, le fautif a pris conscience de sa faute et entreprend de faire amende honorable, le père de famille peut être sensible à cette démarche-là. Et alors même que les acteurs n'ont eu besoin ni de manifester bruyamment, ni de faire des mouvements de grève ou de bander les muscles pour battre le macadam, par exemple, le gouvernement, sur instruction du président de la République, a accédé à la volonté ou à la demande de ces personnes de se voir réintégrées dans la fonction publique. Le fait que ces personnes réintègrent la fonction publique, c'est à souligner. On a évoqué la dimension sociale dans le compte rendu du Conseil des ministres. La dimension sociale, c'est celle à laquelle le chef de l'État était sensible puisqu'il a dit, oui, les personnes étaient sanctionnées. Elles ont fini par comprendre leur faute. Elles ont plaidé et plaidé encore pour qu'on leur fasse grâce de la sanction et qu'elles puissent reprendre leurs activités. Et pendant ce temps, j'insiste, vous n'avez pas vu de manifestations violentes, outrageantes dans les réclamations. Donc, le modèle de partenariat social que nous mettons en place, qui postule ce sens de responsabilité, qui montre que sans aller aux extrêmes,
on peut discuter, on peut faire bouger les lignes, on peut obtenir gain de cause. C'est ça qu'il convient de mettre en avant. Et c'est l'une des marques de fabrique du gouvernement et du président de la République depuis quelques années. Voyons à présent les bienfaits de l'électricité au Bénin. L'électricité, ça change la vie. Ce sont les propos de Donald Jean-Claude Rousseau, ministre de l'Énergie. Comme nous nous intéressons à l'électrification rurale, voyons comment l'électricité a changé la vie des habitants de localités rurales électrifiées à Djadjibata, dans la commune d'Alada, à Gouna, dans Djidja, Igboja, dans la commune de Savet et Guilmaro dans Kondé, l'électrification rurale au Bénin en 5 ans, plus qu'en 56 ans. C'est une réalisation de Ghislain Poguet et Brice Thibozo. Les grandes villes du Bénin sont aujourd'hui bien éclairées la nuit. En journée, les coupures ont progressivement diminué. Mais qu'en est-il des localités rurales? Les grandes villes ne constituent-elles pas l'arbre qui cache la forêt? Nous en avons fait beaucoup déjà en l'espace de 6 ans et il y a encore beaucoup à faire. De 2016 à 2021, pour ce qui concerne de l'électrification rurale par raccordement au réseau, nous avons pu électrifier 205 localités et dans ces 205 localités, nous avons construit environ 783 km de réseau moyenne tension, 103 km de réseau mixte et 381 km de réseau basse tension. Quant à l'électrification rurale hors réseau, 8 projets sont sélectionnés pour électrifier 127 localités. Cela grâce à un nouveau cadre réglementaire mis en place par le ministère de l'Énergie. Si vous développez un projet dont la puissance est inférieure à 500 kVA, kVA, vous n'avez plus besoin de faire une démarche de demande de convention de concession qui peut être longue. Vous faites une demande d'autorisation. Si au bout d'un mois, 2 mois ou plus, vous n'avez pas de réponse, vous estimez que c'est positif et vous continuez votre projet. Ça, c'est de la facilitation pour permettre aux gens d'avancer. Parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est que nos concitoyens des milieux ruraux puissent avoir accès à cet intrant majeur. Ce nouveau cadre réglementaire a permis l'apport de capitaux privés dans le secteur, avec des projets déjà en cours de mise en œuvre. Si vous voyez l'impact que peut apporter la disponibilité de l'électricité dans un milieu très éloigné, mais c'est extraordinaire, ça change la vie. Mais l'électrification rurale a-t-elle vraiment changé la vie dans les localités impactées? À Djadjibata, dans la commune d'Alada, département de l'Atlantique, le soleil est déjà derrière les hautes cimes. C'est le crépuscule. À l'entrée du village, les femmes sont au moulin. Elles ont besoin de farine pour que la pâte soit bien chaude ce soir. Émile Lemeunier fait tourner sa machine avec de l'énergie électrique. L'électrification de la localité est une bonne chose. Nous vous remercions pour ça. Dans le zoo, à Djidja, au centre de santé de Agouna, l'électricité facilite la vie. Avant, pour faire les accouchements, on utilise les lampes torches avec les piles. Même pour les consultations la nuit, c'est les lampes torches qu'on utilisait. Aujourd'hui, maintenant, avec le courant, on a l'éclairage un peu partout. Aussi, on a un stérilisateur qui permet de stériliser nos matériels avant l'usage. Tout le monde est à l'aise. À Kondé, au centre de santé de Guilmaro, c'est jour de vaccination. Au moment où il n'y avait pas d'électricité, les accouchements, on utilise les torches. Maintenant, le travail est facile. Ici, c'est à Vrankou, à Huedakome. Grâce à l'arrivée de l'électricité dans la localité, Géraldine peut vendre des glaçons dans le quartier. Quand il n'y avait pas l'électricité, déjà à 19h, tout le monde va au lit. Maintenant même, jusqu'à 23h, vous voyez encore des gens dehors. Juste à côté, c'est la concession des Onzouquins. Ici, on se réjouit à cause des bienfaits de l'électricité. C'est une bonne chose que l'énergie électrique soit disponible ici. Bénédiction et grâce sur le président Talon et sa famille. Ils volaient nos moutons et nos poulets. Maintenant, tout est éclairé et ils n'y arrivent plus. Impact direct sur la vie de tous les jours des populations éloignées des grandes villes, au cœur des terroirs. Et le gouvernement veut faire mieux. En 2016, quand on est arrivé, c'était 5% le taux d'accès à l'énergie électrique en milieu rural. 5% en 56 ans.
En 5 ans, on a doublé ce taux. En 5 ans, on est passé de 5 à 10%. Et l'objectif d'ici 2026, c'est d'arriver au moins à 20%. Et on accélère. Pour cela, nous avons énormément de projets actuellement, financés en plus, parce que la signature du Bénin est une signature recherchée aujourd'hui, parce que c'est un pays bien géré, c'est un pays sérieux. Les notations internationales en disent long. Nous avons dans le pipe aujourd'hui près de 2000 localités à électrifier dans les 4-5 ans à venir. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu dans notre pays, avec un taux d'accès qui va faire un bond sans précédent. En anticipation, avec une vision claire, on doit préparer après-demain, et c'est ce qu'on fait. L'électricité qui change la vie. Et on parle à présent de la microfinance, modèle de financement de petites et moyennes entreprises en plein essor au Bénin. Ce modèle peut se révéler comme une véritable bouée de sauvetage des femmes sans grandes ressources. Le gouvernement a mis en place des facilitations pour y accéder. Quelles sont ces conditions et comment évolue le microcrédit au Bénin? Élément de réponse dans ce sujet signé Ariane Da Silva. C'est prêter aux plus pauvres, mais c'est surtout permettre à ceux qui n'ont pas accès aux services bancaires classiques de pouvoir justement emprunter. C'est donc pour mettre fin à l'exclusion financière que le microcrédit a vu le jour. Si je suis une dame dans un village, je veux emprunter 30 000 francs CFA pour faire un commerce de bouillie, mais qui va me prêter ces 30 000? Je ne suis pas bancarisée, je ne peux pas aller à la banque. C'est ça que nous allons appeler l'inclusion financière. Le microcrédit est donc devenu un outil efficace dans la construction de sociétés où la femme a les moyens d'être autonome. Avec le microcrédit, la femme arrive à s'installer ou à élargir son activité. Aujourd'hui, nous voyons des femmes qui sont devenues un exemple, un modèle de société. Un modèle de société que le gouvernement a façonné à travers le microcrédit à la FIA. Nous avons déjà eu à décaisser plus de 11 milliards 800 millions, toucher plus de 265 000 de nos concitoyens. Nous avons nos collègues du Congo qui sont venus étudier le schéma. Il y a une équipe du Niger également qui est venue. Donc cela veut dire que c'est quelque chose qui marche. Et qui contribue à l'autonomisation et à l'épanouissement de nombreuses femmes béninoises. Non, d'Akongi, bonoma. Donc microcrédit à la FIA ou un bédibo. Et bon mi tao. Mina de bueno sisi deka. Talon ni kudo azole le wan menyu lewe yo. Ezo ba kon do mi tome de soufa. Quoi e mi no yida ile o. Quoi vi ono soupo. Il a mis 50 000. 50 000 mi non sous 2 000 100 francs par semaine. Toutefois, dans la plupart des pays, il y a des paramètres dans le processus d'octroi du microcrédit qui inquiètent. Ce sont des montants qui ne sont pas généralement grands. Il y a des fois où ce n'est pas vraiment suffisant pour se lancer en activité. Et la durée de remboursement, souvent ces prêts doivent être remboursés en 3-4 mois, tout au plus une année. Des inquiétudes prises en compte par le gouvernement. Le gouvernement a vraiment revu toutes les conditions du microcrédit en termes du taux d'intérêt qui est revu à la baisse, de tous les montants sur les transactions. C'était un crédit de 30 à 50 000 francs CFA. Mais là, nous allons augmenter le crédit à 100 000 francs CFA. Des conditions d'octroi du microcrédit revues, des femmes béninoises plus épanouies, des actions qui hissent le Bénin à la tête des pays de l'UEMOA en termes d'inclusion financière. Et cette autre action de solidarité, l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, porte assistance aux populations des communes inondées en 2022. Plusieurs kits scolaires, des vivres et non-vivres ont été distribués aux sinistrés dans les communes des départements du Mono et du Kofo. Enoch Nkwati Ramato Lawani pour le point. À chaque étape de cette tournée de remise de dons aux sinistrés, le préfet du Mono est accueilli par une population très enthousiaste et reconnaissante. Dédéon Bienvenu Milorin est allé apporter le soutien du gouvernement à ces populations victimes des inondations, les bras chargés de vivres. C'est une opération qui devait être faite déjà en fin décembre, mais parce que nous étions en période électorale, nous l'avons différée pour éviter toute confusion. Je crois que les populations restaient très reconnaissantes et me charge de transmettre leur reconnaissance au gouvernement, de son excellence Patrice Talon, élus, témoins, tout leur soutien pour cette souvenue d'eux, malgré les morosités économiques que nous traversons et malgré tous les chantiers
qui nécessite beaucoup de ressources de cette souvenue d'eux. De Lokossa à Grand Popo, en passant par Atiémé et Komé, d'importants dégâts ont été enregistrés. Faisant d'une pierre deux coups, le préfet du Mono profite de cette remise de dons du gouvernement pour sensibiliser ses populations sur les précautions à prendre à l'avenir. Il nous relève chacun à son niveau de communaliser les efforts pour anticiper sur les affres et les conséquences de cette situation, afin que les mois à venir, nous enregistrons moins de dégâts et surtout que nous traversons cette période avec moins de cris de détresse. Nous remercions le gouvernement du président Patrice Talon. Aujourd'hui, nos sinistrés ont reçu des vivres et non-vivres. Nous les recevons afin de les distribuer. Nous remercions nos donateurs. Mission accomplie pour le préfet Bienvenu Mélorin et ouf de soulagement pour les populations visitées. Un regard à présent sur cette forme de gouvernance soutenue par des réformes multisectorielles au Bénin, des finances publiques, à l'agriculture en passant par l'énergie, le numérique, la politique, aucun secteur n'est épargné. Depuis 2016, dans l'éditorial qui va suivre, Jérôme Ongbo et Mohamed Bio nous proposent une analyse de ce management de rigueur. Suivez. On s'est vu il y a quelques années, si vous vous rappelez très bien, et je vous avais dit que ma première demande était que vous observiez le Bénin. En 2016, le gouvernement lance son programme d'action pour l'horizon 2021. Parmi les 3 piliers, il y a la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. L'un des premiers chantiers auxquels s'est attaqué le président Patrice Talon est la lutte contre la fraude et les actes de corruption. Ainsi, les actes de surfacturation, de détournement de deniers publics, d'atteinte à la sûreté de l'État et autres travers sont fréquemment passés à la loupe de la justice. Les finances publiques sont assainies et rationalisées. Depuis 2016, l'environnement des affaires s'est fortement amélioré avec une ruée d'investisseurs vers le Bénin. La bonne gouvernance, c'est aussi la dépolitisation de l'administration. Désormais, pour une gestion efficace des 77 communes, l'État a mis en place le secrétariat exécutif, bras opérationnel qui répond de toute action de développement. Renforcer la séparation des fonctions politiques, des fonctions techniques, en vue d'améliorer la réduction des comptes et de lutter plus efficacement contre l'impunité. La bonne gouvernance, c'est aussi la gestion par l'exemple. Le cas le plus marquant, c'est la reddition nationale des comptes faite par le président Patrice Talon dans tout le Bénin après son premier quinquennat. Si c'était possible que je prenne un grand pain pour vous mettre au dos. Je vous dis merci. Merci infiniment. Je viendrai volontiers à votre... Merci. Une initiative à haute portée de transformation sociale en passe d'être institutionnalisée. La bonne gouvernance, c'est aussi et surtout les réformes. Pas de secteur d'activité qui ne soit impacté. Il s'agit, pour le bâtisseur des temps modernes, de rompre définitivement ou presque avec les travers qui annihilent les efforts de développement et d'asseoir une dynamique prospective dans le temps qui remette le Bénin sur les rails du développement. Au Bénin désormais, la bonne gouvernance fait le nid à la méritocratie et l'autorité de l'État est restaurée. La transparence des concours organisés désormais en est un exemple. Par la bonne gouvernance, empreinte d'une rigueur caractérisée, les services sociaux de base font la fierté des Béninoises et des Béninois. L'économie, les routes, l'asphaltage, l'énergie, le secteur numérique, les sports, la fonction publique et la gestion de la retraite des agents, les affaires sociales, le microcrédit
l'emploi des jeunes, les nouveaux curricula d'éducation, etc. Au deuxième sommet USA-Afrique, la reconnaissance par Biden de la gouvernance comme gage de développement du continent vaut son pesant d'or. Bonjour, bonjour, bonjour. Mais Patrice Talon en avait déjà fait son cheval de bataille. Ce que nous réalisons ensemble et que tout le monde observe avec curiosité et admiration fera que le Bénin va davantage se révéler à lui-même et au reste du monde dans les années à venir. Cette renaissance de notre nation ne sera pas seulement pour satisfaire la gloire d'un instant. Elle soutiendra un formidable élan de bien-être collectif et individuel, durable, dont nous pouvons jouir ainsi que les générations à venir. Pour ce faire, notre engagement commun sera d'œuvrer à consolider la démocratie et les libertés, puis instaurer durablement la bonne gouvernance, gage de réalisation de toutes nos ambitions. Ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? La mayonnaise a pris. Les fruits tiennent au quotidien la promesse des fleurs. Dernier exemple, le cadeau de Noël offert par le gouvernement aux fonctionnaires du public sur leur salaire. Les effets induits par la bonne gouvernance au Bénin sont multiples et multiformes, même si tout n'est pas encore rose. En comparaison à l'avant 2016, la balance faite indique que Patrice Talon et toute son équipe sont entrés dans l'histoire il y a bien longtemps. Voyons à présent ce geste thérapeutique. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, 21 janvier, des amis, des collègues ou encore vos parents vous prennent dans leurs bras pour vous exprimer de l'amour, de l'attachement. Ce serait chose normale puisque c'est la journée internationale du câlin, le câlin qui aurait de réels effets sur le moral et la santé. Ariane Da Silva nous en dit plus. Suivez. Il peut paraître banal, mais pas vide de sens pour certaines personnes. Il rendrait même heureux. Le câlin trouve son origine aux États-Unis, dans une petite ville du Michigan en 1986. Le révérend Kevin Zaborné avait remarqué que cette période de l'année entre Noël et la fête de Saint-Valentin était propice aux dépressions. Et il a ainsi proposé que ses fidèles donnent des câlins une journée dans l'année. C'est ainsi que donner des câlins a été instauré dans les habitudes. Avec le temps, on a même attribué aux câlins des effets thérapeutiques, démontrés par de nombreuses études menées dans le monde. Les câlins calmeraient l'anxiété, aideraient à combattre le stress et à éviter les dépressions. Chez les enfants, il serait essentiel à leur développement. Il n'y a pas d'âge pour recevoir ou donner un câlin. Une étreinte, une accolade, une poignée de main ou même un sourire suffisent parfois à instaurer un lien de proximité et à redonner le sourire à quelqu'un. Les chercheurs font aussi remarquer que les câlins facilitent la communication. Lorsqu'on traverse une période forte en émotions, qu'il s'agisse d'un heureux événement, d'une dispute, d'une maladie ou de la perte d'un proche, les mots ne suffisent pas toujours à traduire nos sentiments. Dans ce cas, un câlin pourrait être un outil de communication non verbale très efficace. Il ne nous engage pas à grand-chose, mais peut signifier tellement pour la personne qui le reçoit. En plus, il est gratuit. L'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ESEP a lancé une formation sur le déparasitage du cerveau et la remise à jour du cheminement de la pensée humaine. Les premiers travaux ont eu lieu ce samedi matin à Cotonou et vont durer 3 mois. Le point avec Génial Afodamonsi Abouka et Françoise Insou.
Déparasitage du cerveau et remise à jour du cheminement de la pensée humaine. C'est le thème objet de cette formation initiée par l'ISEP, institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. À l'issue de cette première formation, vous arriverez à construire, ne serait-ce qu'analogiquement, pour faire simple, vous arriverez à construire votre cerveau. Vous parviendrez à le situer dans la chaîne décisionnelle vous concernant, puis identifier les principaux moteurs qui l'alimentent. Vous découvrirez les parasites qui peuvent l'envahir. Au cours de ces travaux, les participants vont travailler sur les principaux repères du cheminement de la pensée humaine. C'est le cerveau qui a eu tant de choses. Même le portable que nous utilisons. Il n'y a pas eu de moutons tués sur un fétiche, il n'y a pas eu de prières. C'est le cerveau que les gens ont utilisé pour en arriver là. C'est ce même cerveau que le maître a utilisé pour produire le mouchoir magnétique et tant de choses. Notre cerveau, c'est le moteur qui nous commande. S'il se trouve que le cerveau est envahi par les parasites, il faut vraiment venir à cette formation pour se débarrasser de ces parasites. Cette session va durer 3 mois. Elle sera suivie de 3 autres prévues pour s'achever à la fin de l'année 2023. Et puis le Jardin des plantes et de la nature à Porto Novo est depuis quelques jours le point de rencontre des artistes voyageurs, peintres, photographes et entrepreneurs venus d'un peu partout dans le monde. C'est le festival Porto Nomade, initié par le Centre culturel Ouadada. L'événement a été lancé par le maire de Porto Novo en présence des partenaires français, Firmin Bassao et Brice Hombois pour le point. Dans un jardin des plantes et de la nature rénové, plusieurs stands font la promotion de la destination Bénin, de l'Afrique et de ses richesses culturelles, artistiques et culinaires. Il s'agit du festival Porto Nomade, un événement qui est à sa 2e édition et initié par le Centre culturel Ouadada, un espace de promotion des arts, de la culture, du patrimoine, du tourisme et d'échanges interculturels. Un festival qui a été initié depuis bientôt 1 an avec le soutien de la mairie de Porto Novo, de l'agglomération de Cergy-Pontoise qui est jumelée avec la ville depuis 20 ans. Porto Nomade se veut donc un cadre de rencontre des professionnels du tourisme responsable, du tourisme engagé, et également a pour objectif de valoriser les différents sites touristiques, certes de Porto Novo, mais de tout le Bénin, voire de la sous-région. Et je sais que la municipalité œuvre dans ce sens. Le gouvernement également œuvre activement dans ce sens. Vous voyez très bien les différentes actions menées depuis ces dernières années. Notamment, bientôt nous aurons à Porto Novo le musée international du Vaudou. L'événement regroupe des artistes, voyageurs, peintres, photographes et entrepreneurs venus d'un peu partout dans le monde. Cet événement mêle à la fois l'art, la culture, le patrimoine, mais aussi le tourisme engagé. C'est aussi un événement qui permet que des Béninois et des Français travaillent vraiment conjointement, ensemble, main dans la main, dans une super dynamique. Vous avez vraiment quelque chose de fort, de très très fort. Et vraiment cette rencontre avec le peuple béninois, avec les habitants de Porto Novo, est pour moi une véritable révélation. Quand on parle du Bénin, on parle de la culture du tourisme, on voit Ouida, mais je voudrais dire ici qu'au même titre que Ouida, Porto Novo est une ville sacrée riche. C'est immensément riche en termes de culture, en termes de patrimoine. Le projet va permettre de mieux vendre la destination Porto Novo à travers un tourisme responsable. La 5e édition du Festival du cinéma russe a installé son projecteur du 20 au 21 janvier 2022. À Cotonou, l'événement a réuni des membres du corps diplomatique et d'autres invités de marque venus se réchauffer de sensations fortes au grand écran. Patrick Diossou et François Issou pour le synopsis de la première journée. Regardez.
C'est la tradition que nous avons ici à Cotonou. C'est la 5e année que nous organisons le festival de films russes. La 2e année que nous organisons ce festival ici à cet hôtel, Golden Tulip Diplomate à Cotonou. Nous avons projeté un film. Le film prend part en Sibérie. C'est une part de l'est de notre pays où chaque année nous avons beaucoup de feux. Et la tâche de cette brigade est combattre le feu. C'est une profession très très dangereuse. Ce festival fait partie des 8 axes méthodologiques de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique. Au Bénin, en Russie et partout dans le monde entier, nous avons tous notre patrimoine culturel. Eux aussi, ils en ont. Donc, c'est une entraide. La paix par le patrimoine. C'est pour ça que nous sommes là, pour véritablement voir ce qui se passe aussi en Russie, pour pouvoir nous permettre de diffuser ces messages dans le monde aussi, pour que le nom qu'on donne à la Russie, pour que d'autres personnes, ou bien le monde entier, sachent que c'est le contraire. Nos ancêtres nous ont laissé beaucoup de pouvoir. Une fois nous sommes sollicités, vous allez voir bientôt que la paix reviendra en Russie, en Ukraine et partout dans le monde. C'est notre souhait. Nous sommes investis pour ça. Eh bien, ce festival de films est organisé par l'ambassade de la Fédération de Russie près le Bénin. Le festival de films russes est l'occasion d'en connaître un peu plus sur la Russie et son caractère pacifique, selon l'ambassadeur de la Russie, Igor Evdokimov, et le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, la FOPA, Gilbert Daké-Abiokou Djokes. Ils sont au micro de Patrick Diosso et François Zissou. Fayard, titre du premier film diffusé à la 5e édition du Festival de cinéma russe au Bénin. Aujourd'hui, c'est un film d'action et demain, 3 films. Le premier film de drame, autre film sportif et 3e pour les enfants. Fayard en anglais, Feu en français, Orb en russe, sorti le 24 décembre 2020 en Russie. Un film d'action, des faits réels, pris et mis en fiction. Alexei Sokolov commande une équipe de pompiers rattachés au service de protection aérienne des forêts. Père de Katia, qui sort avec Roman, un jeune pompier débutant. Alexei, pour éprouver le jeune homme, l'emmène comme 6e élément de son équipe, afin d'éteindre un terrible incendie de forêt. Au lieu de cet incendie, des incidents par-ci, des accidents par-là. Même en Sibérie, région russe où le froid descend le mercure jusqu'à moins 70 degrés Celsius, avec une vitesse de 70 km/h parfois, ce genre de feu brasse, embrasse, embrase et réduit en charbon, puis en cendres la faune, la flore et les frêles humains. Alexei et son équipe se retrouvent coincés pour garder, sauver et sauvegarder les habitants d'un village. Katia doit convaincre son oncle Pavlovich pour aller au secours de son père et de son bien-aimé, tous deux soldats du feu. Ce feu ranime le souvenir du grand écran à l'Est Centre culturel soviétique à Cotonou, où les films Popov montrent la lutte pour la vie et démontrent le combat pour la survie, loin de l'image hollywoodienne d'une Russie belliqueuse, offensive, agressive et répressive. Une image russophobe à bannir grâce à ce festival du 7e art russophile à bénir au Bénin. Merci de ce film qui montre l'autre face pacifique de la Russie, une présentation de Patrick Diosso. C'est l'heure de faire notre tour hebdomadaire de la toile au menu des échos du web. Plusieurs sujets, entre autres une catégorie d'élèves qui a marqué sur les réseaux, une catégorie donc qui a marqué sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, une image de la première dame du Bénin fait sensation. Les échos du web, c'est avec Stanislas Sekouan et Gaël Sekouan. Environ 4 ans de traversée du désert et enfin la clémence de l'État les repêche. Un repêchage qui réjouit mais fait aussi polémique sur la toile. Des internautes analysent la réintégration dans la fonction publique des 305 enseignants radiés en 2019. S'ils ont été réintégrés sans avoir passé l'examen,
C'est dire qu'on s'est moqué de leurs collègues qui ont accepté. D'autres internautes refutent cette idée. Ceux qui ont atteint le seuil de réussite seront reversés fonctionnaires de l'État. De certaines réactions émergent aussi des interrogations. Des internautes veulent entre autres savoir le sort réservé à l'avancement de grade de ces enseignants réintégrés dans la fonction publique. Une bonne nouvelle aussi pour ces élèves exceptionnels en situation de classe, pourrait-on dire. Mais tenez-vous tranquille, ce sont des mères et pères de famille nostalgiques. Ces cadres béninois ont remis la tunique acquis pour se replonger dans leur jeune âge, revivre le passé au présent dans leur esprit d'adulte. Les internautes apprécient, relaient les publications et en tirent des leçons. La majorité estime que le concept va non seulement permettre de s'évader, mais aussi de se refaire un mental de jeune afin de mieux servir la République. Une autre image marquante sur les réseaux sociaux cette semaine, c'est celle de la première dame du Bénin à la cuisine. Dans cette vidéo inédite, Claudine Talon prépare le Yovo Doko, un beignet de farine de blé consommé au Bénin. En commentant ces images de l'épouse du président de la République, des internautes sidérés ont salué une femme très attachée aux habitudes alimentaires du Bénin et aux valeurs du pays, malgré son rang social. Et bon appétit à vous qui mangez le Yobo. Donc, faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur le RTB. Passe en vous.